Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, mon nom est Thomas Rajotte. Je vais être l'animateur de ce midi-conférence avec vous pour la prochaine heure. Le midi-conférence est organisé par le pôle de recherche sur l'éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire, pôle de recherche du CRIFPE, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ce midi, on a la chance d'accueillir Monsieur Moussa Mohamed Sagayar, qui va effectuer une présentation intitulée Éducation inclusive et éducation en situation d'urgence au Niger, contexte, solutions expérimentées et perspectives. Avant de laisser la parole à Monsieur Mohamed Sagayar, je vais présenter un petit peu sa notice biographique, puis je vais lui laisser s'adresser à vous pour une période d'environ 30 minutes, 40 minutes. Monsieur Mohamed Sagayar est professeur en sciences d'éducation. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation préparé au CREAD, le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique de l'Université Rennes 2 en Haute-Bretagne. Il est présentement enseignant-chercheur au département des sciences de l'éducation de l'École normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Il occupe actuellement les fonctions de directeur de l'unité de formation à distance à l'Université numérique du Niger. Ses travaux de recherche portent notamment sur la pédagogie universitaire numérique, l'ingénierie numérique et le développement des espaces d'apprentissage à distance, ainsi que sur l'éducation alternative et l'éducation en situation d'urgence. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Mohamed, puis simplement vous dire que après la présentation de Monsieur Mohamed Sagaya, on a une période de questions, puis si vous avez des questions que vous voulez adresser à la personne conférencière, on a l'onglet questions et réponses qu'on peut utiliser. La parole est à vous, Monsieur Mohamed Sagayar. Alors, Monsieur Rajot, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer d'abord par remercier le Centre de recherche interuniversitaire sur la profession, sur la formation, pardon, et la profession enseignante, de m'avoir identifié et confié cette conférence que je vais présenter tout à l'heure. Donc, tous mes remerciements et merci pour l'intention très appréciée. Je voulais aussi remercier les échanges que j'ai eus avec Rola, avec Madame Antoine tout à l'heure et Rajot dans l'organisation à distance de cette conférence-là. Et je me réjouis d'être là pour parler d'une problématique qui est d'actualité dans le Sahel central, en lien avec la thématique du CRIFPE. Et cette thématique, c'est éducation inclusive, perspective située dans les pays du Nord et du Sud. Et moi, la mienne, ma conférence, c'est éducation inclusive et éducation en situation d'urgence au Niger, contexte, solutions expérimentées et perspectives. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette thématique, ce thème que je présente aujourd'hui sous forme de conférence à distance est un thème d'actualité. Le Niger, avec le Mali et le Burkina, il y a la question d'actualité, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, liée à l'éducation en situation d'urgence. Cette éducation d'urgence qui est perturbée par les crises que vous connaissez, liées au djihadisme et souvent aux problèmes de catastrophes naturelles et tout. Mais aussi et surtout, depuis un certain temps, cette insécurité qui s'installe dans les zones frontalières du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria, et qui amène beaucoup de problèmes que nous allons discuter tout à l'heure. C'est des crises sécuritaires et humanitaires qui sont persistantes dans les trois régions-là et qui se sont finalement constituées en confédération qu'on appelle AES. Alors, rapidement, le plan de la présentation, c'est le contexte de la conférence, hein. Je ferai une mise en route comme on appelle, d'une perspective entre l'éducation inclusive et l'éducation d'urgence, parce qu'on a, malgré tout ce qu'on fait au Niger, dans cette situation-là, des populations vulnérables qui sont finalement persécutées par ce qui se passe en ce moment. Je vais rapidement parcourir la problématique générale pour parler de ces crises sécuritaires. Et à un moment donné, je vais me pencher sur le contexte de fragilité multidimensionnelle au Niger, hein, parce qu'il faut se dire qu'il y a une cohabitation entre bandits armés,
des déplacements forcés de population et une vulnérabilité socio-économique stratégique au Niger. Alors, il y aura également une halte sur les zones affectées par ces conflits, parce que ce n'est pas tout le Niger qui est concerné par ces conflits, c'est des espaces bien déterminés qui partagent des frontières avec le Mali, le Burkina et le Nigeria. Et on va voir que finalement, ces zones affectées par les conflits, pardon, ont été impactées, surtout le cas précis du système éducatif de ces pays-là, où il y a un affaiblissement des capacités institutionnelles du système éducatif au Niger, par exemple. On va parler également de l'éducation en situation d'urgence et de l'éducation inclusive pour voir quels sont les principes clés de ces deux aspects qui sont d'actualité au Niger, en particulier dans les pays de l'AES. Et je vais terminer par une bonne pratique qui nous a permis qu'on peut appeler aussi une étude de cas, qui est un certificat d'études ouvertes à distance qu'on a mis en place dans le cadre de la recherche de solutions pour ces crises sécuritaires humanitaires et qui repose sur un dispositif d'accompagnement et de formation à distance. Donc voilà pour le déroulé de la présentation. Alors, il est important, je crois que pour faire une entrée assez intéressante, de dire c'est quoi le Sahel central. Donc vous avez une image qui s'affiche sur l'écran où on montre généralement la région transfrontalière qui englobe ce qu'on appelle la zone des trois frontières. Donc le Mali, le Burkina et le Niger. Donc c'est un contexte géopolitique humanitaire qui montre les trois pays en rouge et avec les capitales en gris. Et vous voyez que quand on prend Bamako, au Mali, Burkina Faso, Ouagadougou, Niamey, la capitale, et vous avez donc à un moment donné, je vais présenter les zones qui sont concernées. Donc ce sont ces trois pays qui forment l'AES en ce moment. Et le Niger va être le pays sur lequel je vais porter ma présentation. Alors, le Sahel central, il faut expliquer que c'est une zone au cœur de dynamiques de crise. Il y a un certain nombre de crises qui font entre elles donc des dynamiques dont il faut s'occuper parce qu'il y a beaucoup de souffrances en ce moment dans ce qu'on pourrait appeler les violences, les violences sur les populations, la destruction de certains espaces de cours, donc d'apprentissage. Et surtout, quand on regarde ces trois pays qui sont ce qu'on appelle la sous-région ouest africaine, on a ces crises dimensionnelles qui sont sur la zone des trois frontières. Alors, ces crises, dans ce Sahel central, il faut dire que les crises sécuritaires persistantes concernent les groupes armés non étatiques et qui portent des violences sur les communautés. Deuxièmement, nous avons souvent des chocs climatiques récurrents. Alors, le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, nous avons beaucoup de terres arides qui sont enclins aux différentes sécheresses qu'on connaît chaque année. Il y a des inondations et une insécurité alimentaire chronique dans certaines parties de ces trois pays et principalement au Niger. On a une forte pression démographique au Niger. On est l'un des pays les plus féconds au monde, où on a 7,5 ou voire 8 enfants par femme au Niger. Et finalement, tous ces problèmes amènent des fragilités au niveau du système éducatif nigérien, avec beaucoup de fermetures d'écoles. En ce moment, nous avons environ 940 une école qui sont fermées, avec environ 72 000 à 75 000 enseignants qui ont eu des déplacements forcés qui sont ailleurs. Donc, il y a aussi un problème de manque d'enseignants parce que quand les zones sont attaquées, les enseignants se déplacent, souvent même si les populations restent. Donc, il y a une forme de difficulté qui ne dit pas son nom et qui amène beaucoup de problèmes au niveau des champs. Alors, dans ces trois pays, exactement, quand on prend le Sahel central, nous avons par exemple pour le cas du Niger, il y a ce qu'on appelle les enjeux éducatifs spécifiques. Nous avons des interruptions prolongées de scolarité, donc qui amènent une discontinuité pédagogique dans les enseignements-apprentissages. On a une hausse du nombre d'enfants déplacés, réfugiés ou non scolarisés, et on appelle ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle des personnes retournées. On a donc cette éducation en situation d'urgence et l'éducation de ceux qui sont finalement dans une combinaison qui apporte quelques confusions dans ce qu'on appelle éducation formelle et éducation non formelle. Alors, le contexte. L'éducation en situation d'urgence est devenue une préoccupation majeure. Elle est devenue même une préoccupation centrale au Niger, des autorités qui sont en ce moment en place,
et qui notamment étudie le risque et les gravités liées aux crises sécuritaires et humanitaires. Alors, il y a de nombreuses conséquences et celles-ci se traduisent par des fermetures d'écoles, je l'avais dit tantôt, et une aggravation des inégalités éducatives, d'où la question d'éducation inclusive au Niger. Alors, dans ce cadre fragile et contexte fragile, l'éducation inclusive se présente comme une réponse essentielle pour garantir un accès pour nous équitable en termes d'éducation de qualité pour tous, y compris les enfants réfugiés, les enfants déplacés internes et ceux qui sont en situation d'handicap. Il y a beaucoup de cas liés à ces situations d'handicap que nous n'arrivons pas à gérer parce que n'ayant pas de stratégie claire pour accueillir ce type de dispositif. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est qu'on va analyser quelques réalités liées à l'éducation inclusive et l'éducation en situation d'urgence. Je vais partager avec vous quelques solutions qu'on a expérimentées pour répondre aux défis de cette insécurité au Niger, à la fois sur le plan humanitaire et sur le plan matériel et humain. Et finalement, on verra quelque part si, quelles sont les perspectives que nous proposons pour une amélioration de la situation actuelle. Alors, au niveau de ce qu'on peut problématiser, qui est d'une situation A vers une situation B, on pense qu'au Niger, de nombreuses crises et des défis pour le droit de l'éducation sont un peu affectés par des situations qui ont une origine et pour lesquelles on n'avait pas fait beaucoup, porté beaucoup d'attention et qui aujourd'hui sont arrivées à ces situations. La situation est arrivée dans des degrés assez gravissimes pour que qu'on puisse constater qu'il y a une fragilité persistante et une insécurité chronique et des conflits armés affectant durablement à la fois le Sahel central en général, mais surtout au Niger en particulier, et qui aujourd'hui nous amène à voir, à constater de visu, hein, des déplacements forcés, une pauvreté qui était déjà là maintenant, qui continue à s'accroître, et des vulnérabilités sociales et des pressions combinées sur les systèmes éducatifs déjà fragiles. Alors, on verra un peu plus dans les détails de ce qu'on pourrait appeler les vulnérabilités sociales et les pressions combinées sur les systèmes éducatifs. Ce qui fait que donc on note des menaces directes sur le droit de l'éducation et avec la fermeture, l'occupation et la destruction des espaces d'apprentissage. On a beaucoup vu ces cas et puis beaucoup aujourd'hui de jeunes ou de familles ont quitté les zones où ils étaient parce qu'avec l'insécurité qui persiste, beaucoup ont fait le déplacement des villes et des communes qui sont les plus proches et qui sont finalement protégées par l'armée. Ces situations provoquent deux aspects que nous avons pu énumérer, c'est l'interruption prolongée des parcours scolaires, une inclusion accrue des enfants les plus vulnérables. Le cas spécifique de Niamey, c'est surtout les filles. On a les déplacés, les réfugiés et enfants en situation de handicap. Ce qui nous amène à poser une question et qui va avoir sa réponse dans ce qui va suivre, c'est aujourd'hui, on est en train de se poser la question de comment garantir une éducation de qualité pour tous les apprenants en contexte de fragilité et d'urgence. C'est une question qu'on se pose comme ça parce que ça met en opposition ou comment on appelle, dans une opposition parallèle, comme on le dit, sur ces questions d'éducation en situation d'urgence et l'éducation inclusive. Alors, il faut faire un zoom, une halte spécifique sur le contexte de fragilité multidimensionnelle au Niger. Cette affaire nous montre qu'il y a une cohabitation entre insécurité, conflits armés, déplacement forcé de population et vulnérabilité socio-économique structurelle au Niger. Alors, qu'est-ce qui explique cette fragilité multidimensionnelle? Cela résulte, cette fragilité-là, de l'interaction de facteurs sécuritaires, humanitaires et socio-économiques qui affectent durablement la stabilité des communautés et les systèmes sociaux, notamment l'éducation. Aujourd'hui, au Niger, l'éducation est en train de prendre un grand coup avec tout ce qui se passe dans ces zones en termes d'insécurité et de persécution des populations, des enfants et de ce qu'on peut être des personnes qui vivent dans ces zones-là. Alors, quelques détails assez intéressants de savoir. Quand vous prenez le volet insécurité et conflit armé, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des violences persistantes depuis dans plusieurs régions. Mais nous, on a focalisé sur
Tillabéri et Difa. Difa à l'est, qui fait la frontière avec le Niger, le Nigeria, pardon, et Tillabéri à l'ouest et un peu au nord, qui font, comme on appelle, les frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Il y a des attaques qui ciblent les infrastructures des services publics. Dans beaucoup de cas, des écoles ont été détruites et même des centres de santé qui sont ce qu'on appelle les centres sociaux de base ont été détruits par ce conflit armé-là et par les bandits armés et les questions d'insécurité. Au niveau spécifique des déplacements forcés de population, on a des déplacements internes massifs de réfugiés de retournés. Alors, c'est des spécificités qu'on trouve dans le cas du Niger et sur les trois frontières. Sur ces trois cas-là, les déplacements internes, donc déplacements internes des personnes et des réfugiés et de ceux qui y sont retournés et qui, par exemple, au départ étaient dans telle ou telle région, avec l'insécurité, ils sont revenus. Et au niveau de la vulnérabilité socio-économique structurelle, il est important de noter que la dimension de pauvreté et d'insécurité reviennent. Aujourd'hui, ces deux dimensions-là provoquent des inégalités d'accès à l'éducation, particulièrement pour les filles et les enfants vulnérables. Alors, en ce qui concerne les zones affectées, vous avez sur cette diapo, sur ce slide-là, une spécification qui montre à votre droite euh, et en jaune, et en orange pardon, et rouge, comment se présente la situation dans les trois régions qui constituent l'AES aujourd'hui, la zone des trois frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces zones sont touchées par l'insécurité et on a de véritables espaces de risque éducatif. Pour le cas spécifique du Niger, où les conflits armés fragilisent durablement le fonctionnement du système et affaiblissent les capacités institutionnelles. Ça, c'est le constat qui est là et tous les partenaires techniques et financiers et le gouvernement actuel sont conscients. Alors, la question des espaces éducatifs à haut risque, c'est dans ces espaces-là que vous avez souvent des présences de groupes armés qui menacent directement les écoles, les détruisent ou les occupent, ou essaient de faire en sorte que les occupants les abandonnent pour que ce soit en fait une réussite dans les attaques quotidiennes qu'ils font, souvent dans ces trois régions-là. Alors, ce qui fait qu'on a la plupart des infrastructures qui sont détruites, par ces conflits armés-là et l'insécurité qui s'installe et qui impactent tout de suite la continuité pédagogique dans les espaces d'enseignement-apprentissage qui sont finalement les écoles. Alors donc, là, on a trois spécificités qu'il faut remarquer dans ces zones-là. C'est la fermeture systématique des écoles et qui entraîne des déplacements des élèves dans les zones affectées. Alors, tant qu'il y a ces attaques djihadistes là et autres là, ces tueries, cette insécurité, il y a des forts déplacements et des fermetures systématiques d'écoles, ce qui amène des problèmes sur les approches pédagogiques qu'il faut mettre en place quand un enseignant ou quand des élèves se sont déplacés d'une localité à une autre qui les accueille. Et le déplacement forcé des élèves et des enseignants vers les zones les plus sûres ne permettent pas souvent de faire cette continuité-là parce qu'on n'a pas pour l'instant des stratégies qui permettent d'accueillir des déplacements forcés d'élèves et d'enseignants vers ces zones qui sont, comme on appelle, des zones sûres. Il y a donc une rupture des parcours scolaires et une hausse des risques de décrochage au niveau des élèves. Alors, vous avez dans ce tableau qui s'affiche là une analyse un peu comparative qui permet de comprendre non seulement les dimensions liées à comment il s'appelle, à l'éducation en situation d'urgence et l'éducation inclusive. Quand on prend la dimension finalité, dans le cas de l'éducation en situation d'urgence, on veut assurer la continuité de l'apprentissage. Mais alors, quand on regarde du côté de l'éducation inclusive, c'est pour garantir une éducation équitable et de qualité pour tous, ce qui n'est pas souvent le cas. Pour les principes d'accès, en termes d'éducation en situation d'urgence, on est enclin à chercher l'accès rapide et une restauration des solutions éducatives alternatives et flexibles. Il y a plein d'ONG internationales et nationales qui travaillent dans ces zones pour apporter des réponses à certaines crises, à certaines difficultés d'accès rapide aux enseignements et aux problèmes de discontinuité pédagogique. Alors, pour le cas de l'éducation inclusive, c'est de permettre l'accès sans discrimination
pour réduire les inégalités. Au niveau de l'approche pédagogique, il y a beaucoup de propositions et d'innovations dans des dispositifs flexibles et adaptés au contexte. Je peux préciser que, par exemple, on travaille avec Genève, une ONG qui s'appelle aussi InZone, avec des ONG sur place ici au Niger, pour accueillir dans ce que nous appelons des hubs, un certificat d'études qu'on verra un peu plus tard sur la question des déplacés internes, des réfugiés et même des personnes qui travaillent avec ces réfugiés et ces déplacés internes. Alors, au niveau de l'éducation inclusive, on a imaginé des pédagogies différenciées centrées sur les besoins des apprenants. Et maintenant, quant à la prise en compte des vulnérabilités, alors, avec l'UNHCR et beaucoup d'ONG et Save the Children, on pense au soutien psychosocial et protection en situation de crise. Et pour ne pas oublier, en éducation inclusive, comment on prend en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Alors, l'environnement d'apprentissage, il faut, pour répondre et donner des solutions, identifier des espaces sûrs qui sont pour nous des espaces qui peuvent protéger et stabiliser les élèves et leur situation d'apprentissage et enseignement. Et de l'autre côté, c'est de voir est-ce que cet environnement permet même aux personnes vulnérables d'être accueillies et d'être accompagnées selon la spécificité de leur handicap. Alors, on termine cette diapositive sur le rôle des enseignants. C'est-à-dire, il est important qu'on puisse arriver à une revue et une réforme des curricula pour amener la question de l'éducation en situation d'urgence et la question de l'éducation inclusive dans les programmes d'enseignement-apprentissage. Parce qu'il y a dans cette réforme à faire la dimension de l'éducation en situation d'urgence et comment est-ce qu'il faut répondre à des solutions auxquelles on ne s'attendait pas par rapport à des choses qui se sont passées. Et maintenant, penser à la formation, l'inclusion et à la différenciation pédagogique qui sont des réponses aux personnes vulnérables. Bien, maintenant, on entame la fin de la présentation pour cette étude de cas qui est pour nous une approche collaborative, une bonne pratique pour le développement de programmes éducatifs destinés aux réfugiés. C'est assez novateur au Niger que de penser à créer des espaces, des plateformes pour des réfugiés, des personnes déplacées ou des personnes de vulnérabilité dans les zones de crise au Niger. Donc, nous avons mis en place, en collaboration avec le projet InZone de Genève, donc l'Université de Genève, avec l'Université de Abdou-Moumouni de Niamey. Je suis le coordonnateur en présentiel de ce certificat d'études à distance là, qui propose des pratiques d'éducation dans les situations d'urgence sur les questions d'immigration, de pauvreté, de terrorisme, de changement climatique et de conflits ethniques. Et dans ce COS, on a prévu de concevoir des activités éducatives innovantes qui favorisent la protection, le développement et l'apprentissage dans les situations d'urgence. Et nous sommes à notre deuxième promotion dans le cadre de cette innovation majeure qui met en présence la valorisation de l'université et l'enseignement supérieur pour accueillir, comment on appelle, les personnes réfugiées, les personnes déplacées et autres. Et le fait de travailler conjointement avec des partenaires au niveau international et au niveau national a permis de s'adresser à deux types de publics. Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en raison de conflits. Et fait majeur, le personnel éducatif et de formation travaillant dans ces camps-là sont intéressés également, en même temps que les réfugiés et les personnes déplacées internes, par rapport à cette formation-là. Alors, des résultats probants pour le COS, parce que c'est une étude de cas. Quand vous regardez cette dia, on a fait une enquête de satisfaction qui nous montre que, parce qu'on est en fait deux cohortes, 81% et 90% jugent le COS très extrêmement utile dans leur vie parce que ça les occupe, parce que ça les forme, parce que ça prend en compte leur nouveau, comment on appelle ça, la statut. Et c'est parce que aussi, quelque part, ils ont une occupation académique qui leur permet de garder la continuité pédagogique de ceux qui n'ont pas pu avoir quand ils étaient dans leur pays d'origine. Et maintenant, pour le personnel du ministère ou des ONG, ça renforce leur capacité parce qu'ils travaillent de concert et conjointement avec les personnes déplacées internes.
Alors, il y a aussi un taux fort qui amène à montrer que quand ils sont formés, ils peuvent participer aux décisions prises en matière d'éducation là où ils sont actuellement. Euh, on regarde également que les cohortes issues de ces 2 années-là enfin, les formés se sentent prêts en grande partie à assumer de nouvelles responsabilités après le cours parce qu'ils veulent continuer leurs études ou être utiles à partir de ce qu'ils ont appris à travers ce cours-là. Et il y a un certain nombre, un grand pourcentage de 92 à 100% qui déclarent avoir davantage confiance en leur capacité à apporter leur contribution en tant que personnes déplacées, en tant que réfugiés, en tant que personnes vulnérables par rapport à leur relation avec les communautés et dans les régions où ils vivent. Nous terminons avec le fait que on a sur les deux cohortes leur intention c'est qu'ils peuvent assumer des rôles nouveaux si jamais on leur le demande et élargir leur domaine de l'éducation communautaire ou au sein de l'ONG. Et ils sollicitent aussi le fait qu'ils peuvent poursuivre leurs études après ce certificat-là. Alors, donc le COS est finalement pour nous un modèle éprouvé et adaptable qu'on peut essayer de mettre en place avec l'enseignement supérieur de façon inclusive dans les contextes de prise de placement. Et vous avez des statistiques qui vous montrent à votre droite comment est-ce que tout ce qui a été outcome pour nous ont été beaucoup appréciés par ceux qui ont été formés. Et quand vous prenez les 46%, c'est ce qui montre qu'à partir de là, ils peuvent avoir, comment on appelle ça, de nouvelles opportunités pour aller de l'avant. Donc, je termine avec cette dernière diapositive qui montre ce modèle éprouvé hein, de l'enseignement et qui montre que quelque part, le COS éducation en situation d'urgence et éducation inclusive permet aux professionnels de l'éducation et aux travailleurs humanitaires d'acquérir des compétences pertinentes, pertinentes et pratiques qui leur permettent de concevoir et de réfléchir à des modèles adaptés. Renforce la confiance et le leadership et la résilience, en particulier chez les apprenants réfugiés, parce que c'est ça qu'on a recherché dès le départ. Donc, beaucoup ont accédé à l'enseignement supérieur pour la première fois et servent désormais de mentors, de défenseurs et de leaders locaux en matière d'éducation. Le COS a montré aussi l'efficacité d'un modèle d'apprentissage à distance mais flexible. C'est sur une plateforme où les étudiants s'inscrivent de ces catégories dont on a parlé tout à l'heure et qui leur permet de concilier leurs études et leurs responsabilités professionnelles et même qu'ils sont dans des situations de déplacement interne avec le soutien de centres physiques et de facilitateurs dédiés souvent dans les centres où ils sont accueillis. Le COS a permis également de renforcer les capacités du personnel, des performances institutionnelles des organisations partenaires. On a travaillé avec l'ONG Yara, on a travaillé avec Save the Children, Concern World Education, on a travaillé avec une ONG VIE et l'Université Abdou Moumouni a accueilli cette innovation majeure-là. Et finalement, le COS a eu un impact positif sur la résilience et la capacité d'adaptation des étudiants malgré quelques obstacles liés à la connectivité, à leur disponibilité. Mais aujourd'hui, ils sont tous formés et sont encore avides de continuer leurs études. Mesdames, Messieurs, merci. Je viens de terminer ma présentation et je vous remercie de votre aimable attention. Alors, Monsieur Rajot, vous avez la parole. Oui. Un gros merci pour votre présentation, Monsieur Mohamed Sagaillard. Une présentation très claire, bien articulée, un propos fort pertinent au regard des activités du CRIFPE et du pôle de recherche sur l'éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire. On va accueillir les questions du public. Je vais pouvoir les adresser directement. Puis pour les gens, les participants aux midi-conférences, n'hésitez pas à rédiger vos questions en même l'onglet questions et réponses. Vous pouvez prendre une minute ou deux. On a déjà quelques questions, mais c'est l'onglet qu'on va utiliser pour que j'adresse vos questions à Monsieur Mohamed Sagaillard. Alors, on a une première question euh, qui vient du public, bon, Madame Rola Koubessi. Je la formule telle quelle. J'ai apprécié la distinction que vous avez faite entre l'éducation en situation d'urgence et l'éducation inclusive. Cela permet de mieux comprendre à quel point l'éducation inclusive constitue une approche multidimensionnelle
particulièrement difficile à mettre en œuvre dans un tel contexte. Quelle piste pourrait être envisagée pour combler l'écart entre ces deux approches? OK. Donc, je note cette première question de Roland, c'est ça? Oui, Alors, je oui. réponds au fur et à mesure, ou bien on prend un paquet de questions, s'il y en a encore, ou bien je réponds au fur et à mesure. Ah ben moi, je suggère de répondre au fur et à mesure, puis je vais vous adresser les questions euh, tant qu'il y en a. D'accord. En fait, on se donnait une dizaine de minutes, mais je vais adresser D'accord. les questions. OK. Alors, merci à Roland d'avoir posé cette question très pertinente parce que la question met en exergue deux types d'éducation, comme elle l'a dit, l'éducation en situation d'urgence et l'éducation inclusive. En fait, quand on regarde, l'un provoque l'autre. Quand on prend l'éducation en situation d'urgence, elle crée l'éducation inclusive parce qu'il y a des vulnérabilités multidimensionnelles qui se mettent en place et il y a des handicaps qui sont vraiment majeurs qui amènent à réfléchir et à se proposer, à penser aux solutions. Maintenant, quant aux pistes qui pourraient être envisagées pour combler l'écart entre ces deux approches, c'est de faire la chose suivante, de comprendre que pour l'éducation en situation d'urgence, il y a des principes clés. Il y a de l'urgence, il faut trouver des solutions. Ces solutions, une fois trouvées, c'est de poser la question, est-ce qu'elles peuvent répondre à permettre aux vulnérabilités multidimensionnelles de ne plus se mettre en place. Et donc, une des pistes que moi je peux donner comme on appelle ça, je l'ai dit, c'est que euh, au plan académique, il faut penser à réviser et à reformer les curricula pour intégrer la dimension de l'éducation inclusive et la dimension de l'éducation en situation d'urgence. Maintenant, sur le terrain, nous avons un paquet de partenaires techniques, ONG ou autres qui interviennent. Il serait toujours bien de mettre en place des comités de réflexion sur des nouvelles stratégies qui prennent en compte à la fois la dimension de l'éducation en situation d'urgence et qu'est-ce que cela crée sur en termes de vulnérabilité multidimensionnelle et répondre par des solutions locales parce que c'est des spécificités par région et par localité qui se posent à ce niveau. Donc pour l'instant, voici Monsieur Rajot, ce que je peux dire à Rola, Madame Rola Koumessi, sur cette première question-là. Merci beaucoup pour votre réponse. On va enchaîner avec une autre question qui est formulée par Madame Joyce Sian de Souza. Je vous l'adresse telle quelle. Bonjour, merci pour ce partage. Comment se déroule concrètement le certificat? Quelles matières sont enseignées? Quel type d'activités d'apprentissage sont proposées? Ok, mais très bien, ça c'est une question assez pertinente parce que ce qu'on peut répondre à... Alors c'est qui déjà? C'est Je- Joyce, hein, c'est ça? Madame Oui, Joyce, oui. c'est ça? Ah oui, je vois qui c'est. Alors, le certificat se déroule à travers ce qu'on appelle une plateforme d'enseignement à distance. Cette plateforme est gérée conjointement avec l'Université de Genève et l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Donc, ce certificat repose sur 6 modules. Des modules, une première entrée de module qui parle des relations, comment on appelle ça, la communautaire. Parce que ce module, dans sa façon, comment il s'appelle, d'être mis en œuvre, met en présence, comment il s'appelle, euh, comment est-ce que la participation communautaire et la gestion des écoles en situation d'urgence peuvent se prendre en charge. Le deuxième module, concepts et cadres internationaux pour l'éducation en situation d'urgence, parce qu'il faut que les apprenants comprennent que la dimension sous-régionale existe sur l'éducation en situation d'urgence. Il y a la dimension locale, mais à ce que disent aussi les organismes internationaux sur cette question d'actualité. Il y a un module qui s'appelle le module 3 sur l'approche transversale des diversités. On parle des cultures, de l'aspect genre, de l'ethnicité, de la religion, des traditions orales, des pratiques endogènes. Parce que chaque personne déplacée, chaque réfugié est un cas, et quand il se retrouve, il faut partager sur l'ensemble de ces cas parce que c'est un public hétérogène. Il y a le module 4 qui porte sur les alternatives éducatives et en alphabétisation dans les situations d'urgence. C'est un module que nous avons préparé avec l'Université de Genève. Vous avez un cinquième module qui est en fait les innovations majeures pédagogiques numériques
pour apporter des solutions et des problèmes, aux problèmes de digitalisation dans les contextes fragiles, dans des contextes en situation d'urgence. Et nous avons pensé qu'après les 5 modules, il faut faire un module en présentiel où on vient parler des bonnes pratiques d'éducation et de formation dans les pays concernés. C'est qui est une forme de séminaire d'accompagnement, de travail personnel des participants parce qu'ils écrivent leurs pensées sur des situations liées à l'éducation en situation d'urgence. Et nous nous retrouvons 2, 3 jours pour discuter de tout ça au niveau en présentiel ici à Niamey. Alors, et l'autre aspect de la question, c'est que je crois qu'elle demande comment sont organisés, ces cours sont organisés à distance et avec un planning qu'on partage avec les divers participants et surtout les intervenants qui sont tous des spécialistes du domaine de comment il s'appelle, éducation en situation d'urgence. Voilà pour Joyce. Et merci à Joyce qui me reçoit depuis Niamey, là. Très clair comme réponse. Je vais basculer dans le clavardage des Clavardage, questions qui sont posées question là. qui sont posées là. Je la formule telle quelle. Euh, une question de Monsieur Yannick Giecheux. OK. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Quel est le poids de l'enseignement des langues, en particulier dans le contexte que vous avez présenté? Alors, le pouvoir des langues, c'est ça? Oui, de l'enseignement des langues. Le pouvoir, c'est ça? Le, J'ai pas le- bien le entendu. poids. Ben, le poids Le ou... poids. oui. Ah, le Ou- poids, OK. Alors, c'est assez important de comprendre une chose. Et la personne qui a posé la question a vu juste, comme les 2 précédentes personnes également, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des personnes déplacées, internes, on a des réfugiés, on a ce qu'on appelle du multilinguisme. Je prends l'exemple du nord du Nigeria là, avec le Niger, d'Ifa, où on a la plupart des réfugiés qui viennent qui ne parlent anglais. Ils ne parlent qu'anglais, alors qu'au Niger, la langue d'enseignement et d'apprentissage est le français. Donc la question des langues s'est posée à nous à un moment donné où on a réfléchi à dire que, bon voilà, il faut qu'on aille voir, qu'on comprenne comment leur curriculum est fondé. Et maintenant, est-ce qu'il est possible de voir une forme de transversalité qui amène à voir qu'ils peuvent être initiés à la langue locale sans pour autant oublier leur langue d'origine et leur langue de communication qui est l'anglais. Alors, du côté du Mali et du Burkina Faso, là, le problème ne se pose pas. C'est la langue française qui est partagée par ces trois pays-là. Et la question des langues est prise en compte dans le fait que dans le module 5, on parle de la culture, donc on pose la question des langues comme étant une priorité. Alors, on a une perspective qui va permettre de développer, comment il s'appelle, cette problématique liée aux langues. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a des réfugiés anglais, en fait, qui parlent la langue anglaise, quand ils viennent au Niger, comment il faut faire? Donc, l'université Abdou Moumouni, à travers l'école normale, est en train de mettre en place un dispositif de formation et qui va aussi corroborer, voir comment est-ce qu'on peut proposer une langue, un dispositif d'enseignement des langues pour que ces cultures étrangères ne puissent pas être ternies par, comment on appelle ça. Donc voilà ce que je peux dire sur l'enseignement des langues. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une question du docteur Ben Tesdaye Zouaer. Euh, Utilisez-vous les arts pour aider les élèves à s'exprimer et à s'intégrer, sachant leur grande capacité à favoriser l'inclusion, le leadership et l'expression? Alors, la question du docteur, qui est un collègue apparemment, c'est assez intéressant de poser parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle une forme de diversité culturelle, ethnique, quand on rencontre ces réfugiés-là qui viennent avec beaucoup de compétences liées à leurs pratiques culturelles, religieuses et sociales endogènes dans leur pays. La dernière fois, quand on a eu l'occasion de travailler avec des Camerounais, des Kenyans, des Rwandais, des Nigérians, des Maliens, eh bien, c'était une forme de richesse culturelle. Et
sa question qu'il vient de poser nous interpelle parce qu'on est en train de dire que dans nos modules, il va falloir qu'on revienne sur l'utilisation de l'art pour aider les élèves à s'exprimer et à s'intégrer. Donc, c'est une bonne proposition que je prends à bras ouverts. Et alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que euh, la question liée à l'utilisation des arts dans l'accompagnement et la formation des réfugiés que nous recevons des personnes déplacées, c'est qu'il faut faire d'abord une première étude pour comprendre les forces et les faiblesses et qu'on peut finalement mettre dans une étude comparative et voir quel angle d'attaque nous allons proposer pour intégrer la dimension art dans nos cours. Donc, on peut garder le contact avec Dr. Ben pour que dans les prochaines promotions, parce qu'on veut réviser le programme, s'il peut être pour nous une personne ressource pour l'intégration de l'art dans l'expression du leadership et de l'expression de l'inclusion. Donc voilà ce que je peux répondre à Dr. Ben. Oui. Ah, merci. Une réponse très claire. Puis en plus, vous avez la mémoire, vous vous souvenez de chaque élément, chaque mot clé dans la question. Je veux saluer votre mémoire phénoménale. On va enchaîner avec une prochaine question qui vient d'un participant anonyme. Question plus générale, en tant que chercheur, quels sont les défis rencontrés sur le terrain dans le contexte que vous avez présenté? Une question en lien avec les défis que vous avez rencontrés sur le terrain. Alors, on a rencontré deux défis principaux, hein. C'est comme Dr. Ben l'a dit, c'est la question des langues. Maintenant, deuxième défi, c'est à un moment donné, en fonction du positionnement des réfugiés, des personnes déplacées internes, on avait quelques problèmes de connectivité, de disponibilité, parce que il faut dire aussi que les personnes réfugiées internes, déplacées internes et autres, ont des occupations autres que, comment on appelle, la participation à ces cours-là. Mais avec la première promotion, la première cohorte, ça s'est réglé. Et aujourd'hui, le défi majeur qu'on a, c'est que quand ils finissent leur formation, à travers ce certificat-là, qu'est-ce que nous leur offrons comme perspective pour continuer les études dans le monde supérieur, dans l'enseignement supérieur? On réfléchit à cela parce que le certificat a une forme d'équivalence à Genève, en Suisse, et une équivalence au niveau de Niamey, au Niger, par rapport à ce à quoi peut correspondre ce certificat. Donc, nous réfléchissons avec Genève en ce moment pour voir comment relever ce défi. Et le troisième défi, c'est le défi de l'enseignement des langues. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une question de Monsieur Jérôme Train. Merci, Monsieur Sagaillard, pour votre intervention très intéressante. On sait qu'il peut être complexe de suivre une formation à distance. Je voulais savoir quel est le taux de personnes qui réalisaient la formation dans son intégralité et comment elles percevaient cette modalité d'apprentissage. Merci beaucoup. Alors, il a mis le doigt sur les réalités parfaites au niveau comment on appelle. Donc, merci à Monsieur Train sur la question là. Alors, nous avons eu deux cohortes. Pour la première cohorte, on a eu une perte de 10%. C'est-à-dire quand ces personnes qui étaient, comment ils s'appellent, dites-moi là, qui étaient inscrites, après ils ont eu d'autres choses, ils n'ont pas pu continuer le cours parce qu'ils étaient dans d'autres situations. Mais comme la plateforme offre cette facilité d'accès souvent quand il y a la connexion, donc ils ont pu, la première cohorte a pu permettre à ces gens-là de continuer. Et nous venons de finir une deuxième cohorte où on a eu carrément sur les 58, euh, comment on appelle, où on a eu 56 qui ont pu finir quand même, hein. Donc, on a battu le record de toutes les réussites possibles par rapport à ça. Et maintenant, la question comment on appelle, comment ils perçoivent cette modalité d'apprentissage. D'abord, ils la découvrent, cette modalité d'apprentissage, et du coup, comme ils savent que c'est pertinent pour eux, ils adhèrent tout de suite. Donc voilà, ce qui fait que donc ils découvrent cette modalité d'enseignement à distance. Mais vous savez, l'autre chose qu'on a pu faire qui a été intéressant, c'est qu'on a pu se mettre en contact avec les ONG internationales et nationales qui sont sur place, qui ont permis à ces personnes déplacées internes, à ces réfugiés, d'accéder à la connexion Internet pour faire leurs cours et pour parler et échanger avec tous les intervenants sur ces 6 modules. Voilà. Merci. Euh,
un petit approfondissement de la question de la personne participante qui souhaitait savoir, ben, connaître les défis rencontrés sur le terrain. Ce que ça lui demande, c'est, avez-vous analysé les retombées de ce cours sur les écoles en situation d'urgence? Alors, pour l'instant, non. On a fait juste une enquête de satisfaction pour comprendre quel est le degré de satisfaction des participants, c'est ça. Et on va maintenant aller vers ce qu'il vient de poser comme question. Comment est-ce qu'on peut analyser l'impact de ce qu'on a pu faire sur les écoles en situation d'urgence, qui sont des écoles qui se créent, qui se démontent après en fonction des situations et qu'on reprend après sur ces questions-là. Donc, avec la troisième promotion sur laquelle nous sommes en train de travailler, parce que j'ai vu la question de Anne, Madame Anne Louis, là, qui demande est-ce qu'on peut avoir le lien pour être, suivre cette formation? On est en train de préparer la troisième cohorte. Donc, on garde le lien, on garde le contact pour que vous puissiez être informé quand la troisième cohorte va être lancée. Et finalement, c'est retombé dont parle, comment il s'appelle, l'intervenant sur ces écoles en situation d'urgence. On est en train d'y penser. Voilà, ça fait partie de nos perspectives là. OK. Parfait. Puis en même temps, vous avez répondu à la question de monsieur, ben, Madame Anne-Émile Louis. Je la gardais pour Oui, plus tard. tout Je pensais que c'était une question sur le lien de la présentation du midi conférence. Puis finalement, c'était vraiment sur d'accord. votre présentation que vous offrez. Mais sinon, en ayant répondu à Madame Louis, on aurait fait le tour des questions-réponses pour l'instant. Euh, dans le clavardage aussi. Puis il y a les participants qui saluent la qualité des réponses que vous avez proposées à leurs questions. Ils mentionnent que c'est vraiment éclairant. Puis, en tout cas, on vous envoie des remerciements, de nombreux D'accord. remerciements à partir du clavardage. Ah, c'est gentil, merci beaucoup, oui. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, moi, je vous remercie grandement au nom du pôle de recherche sur l'éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire. Présentation très appréciée. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu ce midi avec l'équipe du CRIFPE. Là, il y avait le petit élément de question que je me posais. Je ne sais pas si le lien va être partagé aux autres. Là, c'est peut-être que Madame Antoine, qui a organisé le webinaire sur Zoom, pourrait nous répondre, mais dans tous les cas, je pense que c'est une excellente présentation. Puis tous les participants vous adressent des félicitations Merci. ou des remerciements, donc Merci, c'est gentil, oui. très apprécié. Euh, Voilà, d'accord. puis, je ne sais pas si Madame Antoine, si le lien va être partagé par la suite. Elle a dit que le Désolée, lien. j'étais en train de l'écrire en fait dans le chat, mais Ah, effectivement, le lien sera partagé sous peu sur les réseaux sociaux. Ce sera annoncé. Il sera aussi sur le site web. Donc, d'ici une semaine environ. parfait. Merci Parfait. beaucoup. Merci à vous. C'est avec plaisir que j'ai fait cette présentation et merci à... Maintenant, on va être des collègues, hein, Rajot et... le nom, Madame Antoine, ça m'échappe là, c'est... Oui, Euh, Andrise Antoine, Oh, Andries Antoine, voilà. Donc, c'est ça. merci à vous. Ça Ça fait a plaisir. été mené tambour battant, c'est très, très important. Et ça me donne envie de continuer avec vous sur d'autres partenariats. Chaque fois, si vous voulez, moi, je peux faire tous les midis, hein. Dès qu'il y a un ben, midi qui n'est pas occupé, vous me dites, moi, je l'occupe là. Il n'y a pas de Ben, en tout souci cas, un parce gros que c'est merci. Puis, très intéressant. nous, on a apprécié beaucoup que que vous acceptiez l'invitation, que vous fassiez une présentation de qualité bien articulée, rigoureuse. Puis, si en plus vous avez apprécié l'expérience, ben, c'est certain qu'on va être heureux de, de, Donc, je de- prends tous les midis de l'année 2026 qui ne sont pas occupés. On va passer le mot à la coordonnatrice du CRISPR, Madame Sophie Goyer, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, ben, Voilà. merci. Puis, Allez, au revoir. Vous, c'est bonne journée, moi, c'est bonne soirée, hein. Donc, la nuit vient de tomber à Niamey, là, et puis voilà, on va... Dans 2 heures de temps, nous, on va aller dodo, là. bon, ben, Et vous, voilà. une bonne soirée à vous, puis un gros merci. Merci, Rajat, merci, Madame Antoine, et puis à très bientôt. Au revoir.